Voilà pour Benjamin Biolay et Vanessa Paradis avec Le Rempart. Tout de suite donc, on part sur une petite chronique littéraire. C'est pas vraiment dans mon habitude de faire trop de chroniques littéraires, mais étant donné que quand même j'achète des livres pour toute la catégorie science-fiction et fantasy, il m'arrive non seulement d'en lire, mais évidemment de faire un petit peu de travail sur les auteurs et les œuvres importantes. Et il s'est passé quand même quelque chose dernièrement plutôt triste, hein. C'est Terry Pratchett, un des grands auteurs de fantasy, qui est décédé. Il est décédé le début mars, je crois, ouais, c'est ça, le 12 mars. Il est décédé en Angleterre, c'est un auteur anglais, et un grand nom de la littérature anglaise. Donc je voulais faire une petite intervention sur cet auteur dont on n'a pas pléthore de livres à la médiathèque de Chaponneau, mais on va en racheter prochainement. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Et l'occasion, on va dire, de son décès permet de revenir en tout cas sur son œuvre extrêmement importante. Déjà en volume, hein, il a écrit énormément de livres, mais aussi dans la culture populaire. Alors en France, c'est pas l'auteur le plus connu, mais alors en Angleterre, c'est une star. C'est tout simplement la personne qui a vendu le plus de livres derrière J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter. Donc Terry Pratchett, il est mort à 66 ans, donc il y a quelques semaines maintenant. Il est mort d'une forme assez rare de la maladie d'Alzheimer. C'est une forme qui ne détériore pas les capacités cognitives, ou en tout cas intellectuelles, mais plutôt psychomotriciennes. C'est-à-dire qu'il a pu continuer à écrire des livres jusqu'à son décès, mais il ne pouvait plus physiquement les écrire. Il les dictait en fait. Et apparemment même ça lui causait grand mal. C'est un auteur qui a débuté dans les années 70. Il a publié son premier roman en 71. Mais bon, on va dire que pendant une dizaine d'années, il n'a pas eu un grand succès, tout simplement parce que il n'avait pas encore publié son grand œuvre, qui est les Annales du Disque Monde. J'y reviens tout de suite. Mais dans les années 70, il se lance dans le journalisme parce qu'il n'a pas réussi il ne réussit pas encore, en tout cas, à vivre de sa plume, malgré le fait qu'il publie quand même depuis ses 15 ans. Depuis ses 15 ans, date de sa première publication, c'était une publication qu'il avait fait, une nouvelle qu'il avait écrite au lycée, qui a été publiée tout d'abord dans le journal du lycée, mais qui a été publiée réellement par un éditeur peu de temps après, donc il avait 15 ans. Donc ça n'a pas permis de tout de suite vivre de sa plume, et donc parti dans un métier de journalisme avant de pouvoir se lancer à l'écriture. Il explique que d'ailleurs pendant cette période-là, il essayait tous les soirs, après le boulot, d'écrire 400 mots tous les soirs. Il s'y contraignait, et ça lui a permis de sortir son premier vrai roman en 71. Qui est j'ai le titre sur le bout de la langue, le peuple du tapis. Voilà, le peuple du tapis, qui était déjà une œuvre plutôt portée sur la fantaisie, un roman plutôt sympathique qui se lit très très bien. Par la suite, il va plutôt écrire de la science-fiction, quelques romans de science-fiction qui ont difficilement traversé la Manche. On les a eu un petit peu en édition française, mais peu. Mais c'est surtout donc en 83 qu'il sort le premier volume des Annales du Disque Monde, qui va être son grand œuvre. C'est une œuvre donc de fantaisie qui se passe dans un monde imaginaire, le monde du disque monde, et c'est une forme assez particulière pour aborder la fantaisie, qui est plutôt, en tout cas à l'époque, quelque chose d'assez sérieux, hein. La fantaisie, c'est l'heroic fantasy, un genre plus ou moins créé en tout cas popularisé plutôt que créé par Tolkien avec son Seigneur des Anneaux, qui est plutôt un genre sérieux, qui parle de mythologie, qui met souvent en scène des éléments guerriers, qui, on va dire, réutilise aussi tout un imaginaire médiéval qui n'était pas forcément porté sur l'humour. L'écriture de Terry Pratchett, lui, est empreinte d'énormément d'humour. Le premier volume des Annales du Disque Monde, qui s'appelle La 8e couleur,
d'ailleurs, part déjà tout de suite dans cette direction. C'est un roman extrêmement drôle qui mêle donc fantaisie dans un monde où on côtoie des magiciens, où on côtoie des coffres qui marchent, qui parlent, qui pensent, où on côtoie la mort elle-même, qui va qui va être un personnage très important de cette saga des Annales du Disque Monde. Cette écriture de Terry Pratchett qu'il a donc plutôt peaufiné sur ses romans des Annales du Disque Monde va les rendre très accessibles très accessibles tout simplement à la lecture, et le succès va arriver à ce moment-là. Il va pas forcément publier uniquement il va pas du tout même publier uniquement des romans dans les Annales du Disque Monde, mais on va dire qu'il va créer une espèce d'univers autour du Disque Monde, des livres qui seront liés au Disque Monde, mais qui ne participent pas particulièrement à une avancée d'un fil rouge dans cette saga des Annales du Disque Monde. Mais il a aussi, surtout, pendant ce temps-là aussi, écrit des livres pour adolescents, pour enfants, toujours dans un univers. Il n'est pas vraiment revenu sur un univers de science-fiction. Il est plutôt resté ensuite sur la fantastique, la fantasy, voilà, genre tout à fait populaire en Angleterre, assez peu en France. D'ailleurs, au moment de sa mort, il y a eu assez peu d'échos, on va dire dans les médias généralistes, même pas du tout d'écho dans les médias généralistes. Par contre, dès qu'on va dans les cercles un peu plus fermés des lecteurs de littérature de l'imaginaire, l'annonce de sa mort a suscité énormément d'émotions. C'est quelqu'un qui était très important déjà dans ces communautés-là, de la littérature de l'imaginaire, mais aussi un peu au-delà de ça, c'est une personnalité en dehors de ces romans publics assez importante en Angleterre. C'est la personne la plus sympathique, je crois. Elle a été élue le romancier le plus sympathique d'Angleterre, après, encore une fois, J.K. Rowling, l'auteur d'Harry Potter. Il a fait notamment pas mal de conférences sur donc sa maladie sa maladie d'Alzheimer, et aussi sur sur le débat à propos du suicide assisté et donc de l'euthanasie. Il a écrit des textes assez poignants sur ça, notamment autour de conférences en réalité. Voilà. Pour revenir sur son grand œuvre, donc les Annales du Disque Monde, à mon avis, c'est ce par quoi il est le plus intéressant de commencer à lire du Terry Pratchett. Pour sa vision très aiguë de la société, en réalité, et ces Annales du Disque Monde, ça lui permet de parler de thèmes sociaux, politiques, musicaux aussi. Là, il y a tout un livre où on suit la mort comme personnage principal, qui permet en fait de parler de groupes de rock. Très intéressant. On a surtout affaire à son point de vue très pointu, et surtout à une manière d'écrire qui laisse penser une intelligence assez fine de son auteur. Et puis évidemment le fait qu'il y insère beaucoup d'humour, des jeux de mots à foison, tout ça dans un univers assez coloré du Disque Monde, qui ressemble pas aux univers de fantasy assez sombres, comme je le disais tout à l'heure, type Game of Thrones. Si vous suivez la saga de Game of Thrones, du Trône de Fer, en ce moment, c'est quand même quelque chose de très sérieux, de politique, de sanglant. Alors les Annales du Disque Monde, c'est pas du tout ça. On est vraiment dans quelque chose de très enlevé. D'ailleurs, le premier roman des Annales du Disque Monde, La 8e couleur, ressemble plus à une succession de scènes et de sketchs humoristiques dans un univers fantastique. Très rigolo. D'ailleurs, l'univers du Disque Monde, juste la constitution de son univers, permet déjà de voir un petit peu l'humour, le type d'humour de Terry Pratchett. En fait, le Disque Monde, c'est un monde qui est en fait un disque qui repose sur une tortue posée elle-même sur deux éléphants.
Je crois que c'est ça et pas le contraire. J'avoue que j'ai un doute sur le moment. C'est pas 2 éléphants sur une tortue ou 2 tortues sur une tortue sur 2 éléphants, peu importe, et qui naviguent dans le vide de l'espace. Voilà, c'est pour poser un petit peu le cadre. C'est complètement un petit peu loufoque et complètement barré en réalité, hein, comme façon d'aborder la fantasy. Il va publier plus d'une 30aine de tomes dans cette saga des Annales du Disque Monde. À la médiathèque, nous en avons pour l'instant qu'un seul, figurez-vous, mais ils peuvent se lire et les portes d'entrée dans cette saga du Disque Monde n'est pas obligé de se faire par le premier tome. Ce sont des tomes qui sont indépendants, dont les personnages parfois se retrouvent d'un tome à l'autre, mais on peut tout à fait les lire. Pas forcément du début, c'est quand même mieux de le lire du début. Nous allons racheter, parce qu'elle est en train d'être rééditée cette saga, nous allons racheter le premier tome, en tout cas à la 8e couleur à la médiathèque. Nous avons Noble et Noblio actuellement. N'hésitez pas à venir le lire, d'ailleurs je crois qu'il est même déjà sorti au moment où je vous en parle. À lire du Terry Pratchett, tout simplement parce que c'est une lecture extrêmement rafraîchissante. Si vous n'aimez pas la fantasy, ça peut être un bon moyen d'entrer déjà dans des mondes de l'imaginaire plein d'humour, mais aussi qui pose des questions de société assez intéressantes. Donc voilà, c'était notre petite chronique sur Terry Pratchett, qui vient hélas de décéder, mais qui laisse derrière lui une œuvre pléthorique de livres qui, si jamais il vous intéressait, vous permettrait de vous plonger longuement dedans. Nous allons en racheter tranquillement à la médiathèque quelques-uns. Et j'espère qu'il vous plaira. Pour la seconde parenthèse musicale de cette émission, je vais vous proposer de rebondir sur la seconde émission que nous avions fait, le podcast donc d'il y a 4 semaines, si mes calculs sont bons, où je vous avais présenté un titre de Josh T. Pearson. On était passé assez vite parce que l'émission avait été assez longue et c'était le titre de clôture de l'émission. Donc je vais vous proposer maintenant un titre de son premier groupe, de son seul groupe en réalité, puisque maintenant il fonctionne en solo. Son groupe de rock qui s'appelle Lift to Experience. C'était le principal donc chanteur, guitariste et puis principal compositeur de ce groupe de rock texan, qui est à l'œuvre en Amérique, au Texas, depuis la fin des années 90, mais qui a publié un album assez remarqué, en tout cas par la critique, hélas, pas par le public, mais j'en reparlerai probablement, j'en reparlerai tout de suite. En tout cas, en 2001, lorsque ce groupe Lift to Experience sort son premier et seul album qui s'appelle Texas Jerusalem Crossroads, c'est un ovni complet hein, dans la sphère du rock, tout simplement parce que déjà c'est un groupe texan qui vient vraiment du Texas profond, d'une petite ville du Texas, Denton, que je ne connais pas, mais dont son auteur Josh T. Pearson décrit de manière assez rude. En tout cas, quand un groupe de rock vient du Texas, en général, on a droit à quelque chose d'assez péchu, d'assez binaire et d'assez, on va dire, bas du front, pour le dire de manière un peu péjorative, même si beaucoup de groupes texans excellents qui sont sortis du Texas. Je vous ai parlé d'ailleurs la semaine dernière de And You Will Know Us by the Trails of Dead, qui est un groupe texan, qui ressemble pas vraiment d'ailleurs au rock texan de manière générale, mais comme quoi il y a dans le Texas des viviers très intéressants de culture alternative, et dont Lift to Experience faisait partie. Et en 2001, ils sortent leur premier album. Ça fait 7 ans que le groupe existe. Il a beaucoup travaillé pour cet album-là. Apparemment, son membre principal, donc Josh T. Pearson, il a mis beaucoup de lui-même dans cet album. Hélas, cet album ne rencontrera pas le succès en tout cas que Josh T. Pearson aurait voulu qu'il ait. C'est assez confidentiel. En France, on en a un petit peu parlé grâce à la critique. En réalité, il y a eu très peu de succès. Le groupe se sépare après ce premier album et une tournée qui a suivi, et Josh T. Pearson sera anéanti par ce que lui considère comme un échec.
même si l'album en lui-même est une vraie perle, un pur chef-d'œuvre hein, de l'époque, complètement méconnu pour le coup. Il va errer en Europe, notamment à Paris et à Berlin, j'en ai parlé il y a 2 semaines donc, à faire de la musique, à vivre un petit peu en ermite et à moitié en clochard, dans ces grandes villes européennes. Il ressortira donc un album en tant enfin artiste solo, avec un album de folk, un peu dans le même style de Lift to Experience. Si vous avez écouté le podcast d'il y a 2 semaines, vous verrez un petit peu il y a des liens entre les deux, même si on n'est pas dans le même style. Et donc voilà, Josh Dickerson est revenu. Le succès de son album solo est pas fulgurant non plus, mais il y a eu un petit succès aussi. Depuis, on n'a pas de nouvelles de lui. J'espère que ce gars va toujours bien et qu'il nous ressortira encore de la musique, parce qu'il a vraiment une patte, une écriture très particulière et très intéressante. En tout cas, pour Lift to Experience, lorsque cet album de ce groupe sort en 2001, comme je le disais, c'est un ovni complet. On ne sait pas vraiment, est-ce que c'est du rock, est-ce que c'est un rock très influencé. Alors le seul genre à laquelle on arrive à la coller, ce serait le shoegaze. Alors c'est un genre pas très connu. Le shoegaze, c'est un genre de rock un peu particulier qui a pas eu un grand succès non plus, parce qu'il a commencé à se former juste avant l'explosion du grunge. Donc après, une fois que le grunge était passé, les groupes shoegaze se sont séparés, ou alors ont remis un petit peu de grunge dans leur musique. Ils ont pu être shoegaze, peu importe. De toute façon, c'est un concept qui a été écrit par les critiques. Le shoegaze, en fait, c'est un style de rock assez particulier qui vient d'Angleterre. Là encore, comme beaucoup de styles de rock et de pop, qui veut son nom en fait à la façon dont les guitaristes et les musiciens sur scène étaient extrêmement introvertis, avaient l'air de regarder leurs chaussures, donc shoegaze, ce qui est plus ou moins la traduction de shoegazing, le fait de regarder ses chaussures pendant qu'on joue. En fait, c'était parce que c'est aussi l'une des explications, parce que cette musique demande aux guitaristes et aux bassistes, enfin à les membres du groupe, de jouer avec énormément d'effets sur les guitares. Ça construit une espèce de mur du son assez énorme, mais pas très agressif. Justement, c'est plutôt pour faire des paysages sonores assez denses que sont créés ces sons, qui demandent d'avoir beaucoup de pédales d'effet aux guitaristes, et du coup ils sont obligés pendant les concerts de regarder leurs pieds. Voilà d'où vient le nom de shoegaze. Et c'est vrai que le Lift to Experience a été rattaché un petit peu à ce style-là. En réalité, ça ressemble pas vraiment à du shoegaze, même si on voit bien ce qu'ils veulent dire, et vous vous en rendrez compte, je pense, avec le morceau que je vais vous proposer là maintenant, notamment par ces maps sonores données par la guitare. En tout cas, le rapprochement un peu plus pertinent à mon sens qui a été fait de Lift to Experience a été du côté de Jeff Buckley. Jeff Buckley, qui est un artiste qui a été assez connu à la fin des années 90. Il a sorti qu'un seul album. Il est mort peu de temps après d'une noyade dans le Mississippi. Jeff Buckley avait une voix assez particulière, assez haut perché, mais pas que haut perché. Je pense que vous connaissez, parce que c'est un auteur assez connu, même si du coup il a sorti qu'un seul album. Et c'est vrai que le rapprochement entre Lift to Experience et Jeff Buckley est plus pertinent, je pense, parce que déjà au niveau des mélodies et de la voix et de la façon d'étirer les chansons, vous verrez que les chansons, c'est pas des chansons péchues de 2 minutes, c'est des chansons qui durent 4-5 minutes, parfois même beaucoup plus, et qui donnent l'impression de transe, d'hypnose, de voyage, de contemplation tout simplement, assez intense. Donc voilà pour Lift to Experience, donc qui aura sorti son album The Texas Jerusalem Crossroad en 2001. C'est un double album. Nous ne l'avons pas à la médiathèque, hélas, mais la magie d'Internet nous permet au moins de vous en proposer un titre. Si jamais vraiment vous intéressait, on pourrait essayer de voir si on pouvait l'acquérir, mais vu que c'est un vieux disque et qui n'est plus édité, je pense que ce sera difficile. En tout cas, il est disponible sur les plateformes de musique en streaming type YouTube. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours taper leur nom sur YouTube et en écouter d'autres. Vous allez voir donc ce groupe Lift to Experience, ou plutôt écouter ce groupe Lift to Experience avec The Texas Jerusalem Crossroad. Si jamais ce groupe vous intéressait plus, n'hésitez pas à nous en parler. Il peut être intéressant notamment d'essayer de trouver les paroles de ces chansons, parce qu'en fait c'est rempli d'une forme d'humour
assez particulière, un peu hermétique, un peu étrange, mais qui va bien avec l'ensemble de ce rock à la fois texan, c'est-à-dire assez bourru, et en même temps très singulier, très fin, très subtil, qui ressemble pas vraiment à des groupes texans. D'ailleurs, je crois que Josh T. Pearson a beaucoup souffert d'avoir grandi en plein milieu du Texas, parce qu'il avait une personnalité assez sensible et assez introvertie. Apparemment, c'est pas le Texas n'est pas un pays d'introvertis et de grands sensibles. En tout cas, sa musique reflète un petit peu ce mélange des genres. C'est très intéressant. Ça ressemble à rien de ce que vous avez, je pense, pu déjà écouter. Et je vous laisse avec When We Shall Touch the Lift to Experience.